Ariel Goldman, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Shavua Tov. Shavua Tov, merci d'être avec nous tôt ce dimanche matin pour répondre à nos questions sur studiokalita.com. Vous êtes l'avocat des parties civiles dans le procès d'Abdelkader Merah, le frère de l'assassin de Toulouse et de Montauban. Alors la première question que je vous pose, c'est d'abord comment réagissez-vous à ce verdict qui est loin de faire l'unanimité, il faut bien l'avouer. Écoutez, vous savez, il y a souvent une erreur d'interprétation sur le mot jugement de Salomon, parce que comme vous le savez bien, le jugement de Salomon était tout sauf tiède, il était extrêmement tranché, et c'est comme ça qu'il a solutionné sa difficulté. En l'occurrence, ce jugement-là, nous l'avons trouvé non abouti. C'est-à-dire que effectivement, il a eu lieu, le procès a eu lieu, l'arrêt a été rendu, et ça c'est un motif de soulagement et de satisfaction pour les parties civiles et les personnes que je représente. En revanche, c'est vrai que la Cour n'a pas été jusqu'au bout de son propre raisonnement, et nous estimions, et d'ailleurs le parquet général aussi, puisque comme vous le savez, il a fait appel, qu'à partir du moment où le rôle d'Abdelkader Merah dans disons, l'aventure terroriste de Mohamed Merah et d'autres était reconnue, il fallait aller au bout de la logique et reconnaître également les complicités d'assassinat. Cela dit, ça c'est la partie négative. La partie positive, c'est que sur la partie que la Cour a reconnue, c'est-à-dire l'organisation terroriste, eh bien, il a pris le maximum de ce qui était possible pour les faits de l'époque, car je le dis à vos auditeurs, en 2012, l'infraction d'association terroriste était punie d'un maximum de 20 ans. Aujourd'hui, les mêmes faits seraient punis de 30 ans parce qu'il y a eu tout ce que vous connaissez entre-temps et que la loi a changé en France, mais qu'en matière pénale, même lorsque la loi change, eh bien, c'est la loi la plus douce, la plus favorable qui s'applique aux accusés. Alors justement, si la loi change, la loi, vous le dites vous-même, a commencé à changer en fonction de la réalité imposée par les actes terroristes qui se sont multipliés sur le sol français au cours des dernières années. Mais est-ce que finalement aussi ce verdict n'est pas le reflet d'une certaine incapacité, en tout cas d'une incapacité de la part de la justice à faire véritablement face, comme il se doit, à la menace représentée par les terroristes. Le fait de ne pas parler de complicité lorsque deux frères vivent ensemble et l'un influe sur l'autre, ça semble un peu décalé par rapport à une certaine réalité, peut-être en tout cas en particulier même cette réalité que nous on connaît bien au Proche-Orient. Est-ce que finalement c'est pas le reflet d'une incapacité pour l'instant de la Cour, de la justice française de faire face à ce défi posé par le terrorisme ? Tout d'abord, moi j'estime à titre personnel que c'est pas à la justice de régler le problème du terrorisme. La justice, elle en hérite en bout de chaîne, entre guillemets, si je peux utiliser cette expression. Et pour le coup, c'est le premier procès terroriste de cette ampleur et pour des faits de cette nature en France. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que effectivement, la justice a voulu faire absolument du droit. Je pense que la Cour est restée très près des textes, très près de la règle de preuve, et que, il faut le dire, à ce titre-là, le rôle de l'avocat Dupond-Moretti n'a pas été négligeable, et qu'elle n'a pas voulu prendre le risque, alors qu'il y avait les éléments que le parquet général, qui représente l'État, la société, avait donné les éléments pour pouvoir condamner Abdelkader Merah et Feta Malki, il ne faut pas l'oublier, car il a joué un rôle en fournissant les armes aux complicités d'assassinat. Eh bien, elle s'est arrêtée en chemin, voulant, entre guillemets, border la chose juridiquement, mais c'est vrai que ça laisse un goût de pas assez et d'inachevé, et que nous, comme juristes, et comme personne ayant assisté à 5 semaines de procès, on peut comprendre, à défaut d'accepter, mais que, effectivement, pour l'opinion publique, et encore plus en Israël ou à l'étranger, c'est très, très difficile à comprendre. Alors, vous avez l'intention de faire appel ? Alors, nous ne pouvons pas faire appel, c'est-à-dire que dans la matière pénale de cour d'assises, le pouvoir d'appel appartient aux accusés ou au parquet général, mais le parquet général a fait appel dès vendredi matin. Là aussi, c'est un signal fort qui est donné par la justice, parce que le parquet général, c'est aussi l'institution judiciaire. Vous savez qu'en France, l'institution judiciaire est séparée entre le parquet et le siège, c'est-à-dire les autorités de poursuite et ceux qui jugent le fond. Et donc, le parquet a fait appel tout de suite, sans tergiverser, le lendemain matin, donc estimant que
que la Cour n'avait pas été assez loin, il y aura un second procès et nous rebattrons les cartes et nous espérons qu'effectivement toute la vérité sera faite lors de ce second procès et que le maximum des faits qui peuvent être reprochés à Abdelkader Merah et Feta Malki et qui tiennent, selon l'accusation de Madame l'avocat général devant la Cour d'assises, seront mis en lumière et qu'ils seront condamnés aux peines maximales telles qu'ils devraient l'être. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans vos dossiers qui peuvent peut-être modifier la donne par rapport à ce qui s'est passé durant ce procès, ces 5 semaines de procès? Plein de choses, mais en particulier une, c'est que dans un procès de cour d'assises, on refait tout le dossier, c'est-à-dire qu'on fait défiler à la barre tous les acteurs du drame, à commencer par les témoins des faits, de la scène. D'ailleurs, on a eu des moments très très poignants lorsque les élèves de l'école Taratora sont venus témoigner et raconter ce qu'ils avaient vu. Et on va jusqu'au bout du procès en écoutant les experts, en écoutant les policiers, en écoutant même, pour ceux qui étaient de cette affaire-là, le juge d'instruction. Et donc, moi, je ne désespère pas que pendant ce nouveau procès, eh bien, sous le feu des questions de la Cour, sous le feu des questions des avocats de partie civile, eh bien, certains acteurs, Abdelkader Merah, sa mère dont on a parlé, d'autres peut-être, iront plus loin que ce qu'ils ont bien voulu dire à la Cour, car il y a eu des moments où on était très proche d'une autre vérité que celle qui est sortie des débats, et nous ne désespérons pas qu'en appel, nous pourrons arriver à établir un certain nombre d'éléments qui manquaient peut-être à la Cour pour asseoir la complicité sur les assassinats. Alors, je voudrais que nous disions un mot de l'avocat de la défense, de Dupond-Moretti, qui suscite, dont le positionnement suscite souvent en colère, et beaucoup dans la communauté, colère et indignation même. Lorsque cet avocat dit, comme il l'a dit au lendemain du verdict, que c'était pour lui un honneur d'avoir défendu Abdelkader Merah, qu'est-ce que vous ressentez envers ce confrère? Écoutez, d'abord, quand on a 28 ans d'expérience comme moi, on est habitué à avoir toutes sortes de confrères, donc je respecte à la fois son choix, je respecte également le fait que chacun a droit à un accusé. Je pense également que finalement, Gamzoul et Tova, comme on dit, c'est une bonne chose qu'Abdelkader Merah ait eu droit à la meilleure des défenses, en tout cas une défense très, très solide et très charpentée. Personne de son côté ne peut dire qu'il a eu un procès bâclé. Personne ne peut dire qu'il a été négligé dans ses droits. Personne ne peut dire qu'en France, bien quand on s'appelle Abdelkader Merah, on n'a pas droit à avoir un avocat célèbre et connu. Donc ça, c'est les points positifs. Bien évidemment, il y avait 1000 manières de défendre ce dossier et de défendre Abdelkader Merah. Nous avons tous été bouleversés, choqués, même parfois outrés par la violence que ce confrère a amené dans le prétoire et par certains de ses propos. Ils lui appartiennent. Je pense que il est entré dans un espèce de piège en 2012, car c'est en 2012 qu'il a choisi de défendre Abdelkader Merah et qu'il n'en est jamais ressorti. Il s'est lancé, je pense, comme un défi, puisque vous savez que son surnom est Akitator, oui. Surnom qu'il a dû perdre ces derniers jours, et que par cette volonté d'être dans ce défi, d'être dans ce challenge, il en a parfois un petit peu oublié la dignité ou la décence qui doit prévaloir, parce que lorsqu'il dit devant Madame Ibn Ziaten, devant les parents des soldats, devant Samuel Chandler, que Madame Meramer est la mère d'un mort et qu'il ne s'en excuse pas et qu'il le reprend dans sa plaidoirie et qu'il le reprend encore vendredi matin sur une radio française nationale, eh bien je pense qu'il y a quelqu'un qui s'égare un petit peu et qui ne fait plus la différence entre les fonctions de défenseur, les droits de la défense et finalement son cas personnel. Je crois que c'est plutôt, disons, une sorte d'engouement. Il est entré dans un personnage et il n'en est pas sorti. Il a été un peu dépassé, à mon avis, par son choix initial. Alors, une dernière question, Ariel Goldman, qui est liée à un positionnement très clair des familles des victimes, de la famille Sandler, de la famille Monsonego, qui ont appelé durant tout ce procès à mettre en avant le nom des victimes et à cesser de, on va dire, stariser le nom de l'assassin et de son frère. Est-ce que dans ce genre de procès, finalement, il n'y a pas une sorte de risque qu'à force de répéter effectivement le nom de l'assassin, le nom de son frère Abdelkader Merah, eh bien, on oublie d'un côté le nom des victimes, leur histoire, et on est tendance
parfois même, sans le vouloir bien entendu, à donner la parole à sa famille, comme on l'a vu avec sa mère, à une sorte parfois je ne dirais pas de glorifier, mais en tout cas de le mettre en avant de manière qui est parfois gênante et qui ne va pas dans le sens de la lutte contre le terrorisme? C'est un peu le problème, et effectivement, c'est très difficile de lutter contre ce phénomène, et c'est très difficile. Vous voyez, moi-même, ce matin, j'ai dû prononcer son nom plusieurs fois. Oui. Et en même temps, ce que voulaient les familles de partie civile, et ce qui a été fait pendant ce procès, c'est qu'on raconte l'histoire de leurs enfants ou de leur famille, que l'on raconte les personnes qu'ils avaient été, du plus grand au plus petit, que l'on parle d'elles, que l'on donne leur nom, que l'on les redonne ce nom, que la Cour entende, et je dois dire, avec beaucoup de patience et d'intérêt et d'affection probablement pendant les débats. Tout le monde a écouté chaque partie civile qui s'est exprimée directement ou par l'intermédiaire des avocats. Alors effectivement, l'histoire du nom des assassins, c'est un long problème, un vieux problème qui demeure pratiquement dans tous les dossiers. On se rappelle toujours des noms des assassins et on se rappelle jamais des noms des victimes, mais il nous appartient à nous, avocats des parties civiles, bien au-delà du procès d'ailleurs, puisque par exemple, je me rendrai le 15 novembre avec Samuel Chandler dans un lycée parisien qui n'est pas juif et qui nommera une salle au nom de Jonathan Chandler et de ses enfants. Donc il nous appartient à nous, au-delà du procès, de faire vivre ces parties civiles, ces victimes, et de laisser effectivement la trace de leur passage sur cette terre, et de faire en sorte que ce soit leur nom qui soit répété sans cesse, parce que on parle aujourd'hui de Mera parce que c'est le procès, mais il faudra, quand le procès sera terminé, quand le procès d'appel sera passé, eh bien que notre travail consiste à maintenir ce devoir de mémoire pour les victimes et à oublier le nom des bourreaux, un peu finalement comme ce qui a été fait par Serge et Beat Klarsfeld pour la Shoah. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de noms de victimes et on cite beaucoup plus souvent les noms des victimes et des justes que le nom des bourreaux et des assassins. Alors probablement que pour ce cas-là, comme d'autres dossiers de terrorisme, nous pourrons parvenir à un tel résultat. Bien, merci beaucoup Ariel Goldman d'avoir été à notre micro ce matin pour nous éclairer donc sur les répercussions donc de ce verdict et sur votre positionnement par rapport à ce verdict. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une agréable journée. Shavua Tov. Pareillement, à bientôt. Voilà, il est 8h50 sur studiocalita.com. Nous allons marquer une petite pause et on retrouve dans quelques instants, dans un tout autre domaine, Roni Akrich, écrivain, conférencier, qui va nous parler de son nouveau projet, le Café Da'at, le Café du Savoir, un projet qui va débuter dès demain en début de soirée vers 18h sur le Kikar HaMuzika, la place de la musique à Jérusalem. C'est un projet qui est initié avec le Rav Uri Cherki et avec Laurent Lévy, qui est bien entendu à l'initiative de cette place de la musique à Jérusalem. Nous allons marquer un petit jingle et on se retrouve tout de suite après.